Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel info en live où aujourd'hui on va vous parler d'un sujet très important, un sujet de société qui est l'égalité professionnelle. Donc pour nous, à FO, on considère que l'égalité professionnelle est très important et très important au sein des entreprises. Aujourd'hui, pour discuter sur ce sujet et répondre à 5 questions que nous allons poser, je reçois Gilles Goulm. Donc bonjour Gilles, donc Bonjour. Gilles, secrétaire fédéral de la Fédération de la Défense, mais également membre du CESE et plus particulièrement de la délégation sur l'égalité des droits des femmes. Donc, Gilles, bienvenue chez nous. Merci. En premier lieu, donc, comme je l'ai dit, c'est un sujet donc, qui est au cœur de nos entreprises, qui est au cœur des sociétés. On essaie de faire évoluer les mentalités, le quotidien de tous nos collègues. Donc, notre fédération, nous, tous les 8 de chaque mois, on édite donc un communiqué parce que pour nous, le 8 mars, c'est toute l'année, c'est tous les 8 des mois. Donc, on rappelle à nos collègues ce sujet d'importance tous les mois. Ce sujet, pour toi, est un sujet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui a fait que, justement, toi, Gilles, tu t'intéresses à cette égalité professionnelle? D'abord, merci de m'accueillir. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, je suis secrétaire général d'une fédération de la Défense. Alors, on pourrait penser que la Fédération de la Défense n'est pas forcément au fait, puisque c'est le ministère des Armées, et pas forcément au fait de ces questions-là, et pourtant si, au même titre que les autres fédérations d'ailleurs, et je suis particulièrement attaché à ces questions. D'abord, tu l'as dit, je suis membre de la délégation droits des femmes au CESE. Force ouvrière œuvre depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Et parce qu'en fait, c'est pas une question en fait. On œuvre pour la moitié de la population, la moitié de l'humanité, et les questions d'égalité professionnelle dans l'entreprise, comme quand on dit dans l'entreprise, bien évidemment dans le monde du travail, puisque la fonction publique y est également concernée, eh ben, nous traitons par ce sujet-là la situation des femmes en tant que salariées et en tant que travailleuses. Donc voilà, ça me semble naturel de traiter ces questions et de travailler sur des questions d'égalité professionnelle. Et je pense que d'ailleurs, je suis totalement intimement convaincu que tout le monde a à y gagner, les hommes également d'ailleurs. Merci Gilles, merci pour ton soutien. Donc c'est vrai que nous on a plaisir à te recevoir parce que on a aussi besoin d'un regard extérieur par rapport à nous au sein des IEG. Donc justement dans nos IEG, donc les employeurs s'estiment satisfaits en matière d'égalité professionnelle puisque les écarts entre les femmes et les hommes diminuent. Néanmoins, il persiste des écarts, donc sur une carrière, donc au niveau du personnel féminin, elles subissent des écarts entre elles et leurs collègues masculins. Est-ce que pour toi, penses-tu que le travail de diminuer les écarts, ça suffit à prôner l'égalité professionnelle femmes-hommes, ou bien il y a des choses encore à mettre en place? On n'est jamais arrivé au bout du problème. Enfin, on ne peut pas se contenter d'écarts qui diminuent, encore que je peux y revenir si tu me le permets, parce que quand on parle d'écarts qui diminuent, il faut quand même regarder les choses de façon beaucoup plus précise. Il y a des chiffres en trompe-l'œil, mais je vais y revenir. Non, on est loin d'avoir réglé les problèmes d'égalité professionnelle dans le monde du travail. Et même si les écarts diminuent, il faut regarder les choses de façon très, très précise, comme je viens de le dire. De quoi parle-t-on d'abord quand on parle d'égalité professionnelle? On peut parler d'égalité salariale, après on pourrait parler de conditions de travail dans l'entreprise et tous ces sujets-là, mais si on regardait que par le prisme de l'égalité salariale, regardons bien, quand on dit par exemple qu'il y a l'écart de mémoire est de 16%, mais quand on dit 16%, c'est à temps de travail égal. Et quand on parle de compétences, par exemple, on dit à compétences égales. Qui juge des compétences, sinon le patron? Sans caricaturer. Moi, je préfère que l'on dise, et à FO, nous préférons dire que nous regardons l'égalité professionnelle à qualification égale, à poste égal et à temps de travail égal. Mais si on y rajoute le temps de travail imposé, qui frappe majoritairement les femmes dans la grande distribution comme dans d'autres secteurs d'activité, c'est plus 7% d'écart salarial, c'est 28%. Ce sont des chiffres qui émanent d'organismes qui ne sont pas à remettre en cause, tels que l'Europe, l'Union européenne, et on atteint presque 28%. Donc on est loin d'avoir réglé les difficultés liées à l'égalité professionnelle. Un autre exemple, quand on parle, alors, tu as parlé des IEG, et c'est tout à fait vrai dans les grands groupes
comme d'ailleurs ce qu'on retrouve, si tu m'autorises à parler 2 minutes de la fonction publique, je ne suis pas là pour parler de la fonction publique, mais globalement, on dit souvent dans la fonction publique qu'il y a un écart salarial. Mais ils se traitent par quoi en fait? Parce que à qualification égale, à diplôme égal, à poste égal, normalement il ne devrait pas y avoir d'écart de salaire. Et pourtant si. Parce que les points l'indice est le même, la grille de salaire est la même. Je crois d'ailleurs qu'on doit retrouver ces mêmes difficultés dans le secteur privé. Sauf que ça se traite par quoi? Ça se traite par un déroulement de carrière différent, puisque la grossesse faisant que les carrières sont interrompues. Ça se traite par des régimes indemnitaires, et on doit trouver ça également au secteur privé, par des primes qui sont différenciées. Étrangement, à qualification égale, sur poste égal, les primes ne sont pas les mêmes, et on trouve des écarts entre les hommes et les femmes sur les primes. Donc on voit bien qu'on est loin d'avoir réglé. Bien évidemment, les choses s'améliorent, heureusement, on est au XXIe siècle, mais il reste encore beaucoup de travail. Mais c'est intéressant que tu nous décryptes un petit peu les chiffres. Et justement, donc beaucoup d'employeurs, et nous, on a quand même un secteur où il y a des métiers qui sont quand même fortement couverts par la gente masculine, et donc les employeurs des IEG s'efforcent à recruter et essaient d'attirer les jeunes femmes à postuler sur ce type de poste, à féminiser donc un peu les métiers techniques. Toi qui viens d'une fédération quand même où quand on donne le terme de la défense aussi, on a l'impression que c'est très masculin. Est-ce que tu as des pistes à nous donner aussi sur ce sujet de féminisation, et comment justement, alors non seulement que les femmes viennent postuler dans nos entreprises, mais surtout qu'elles y restent? Il y a un énorme travail à faire, et qui ne concerne pas d'ailleurs que le monde de l'entreprise et le monde du travail. Je crois qu'il faut prendre le problème au tout début, il faut prendre le problème dans l'éducation, au niveau des écoles, au niveau familial, mais ça c'est plus difficile d'y travailler, parce qu'on est vraiment dans le monde du domaine privé. Mais je vais citer un exemple. Quand on parle des métiers très techniques, moi j'ai une fédération effectivement où ce sont des métiers très techniques. Ça dépend de quoi on parle. Il y a des corps hyper féminisés ou très féminisés, pardon, j'enlève le mot hyper, très féminisés comme les systèmes de soins, parce que nous avons le système de santé des armées, comme les métiers à caractère administratif où il y a une majorité de femmes. Pour autant, il y a un effort qui est fait depuis des années, et je crois également que le monde de l'entreprise cherche à faire des efforts pour accueillir, moi j'aime pas le terme de féminiser des métiers, mais pour accueillir plus de femmes sur certains métiers dits techniques. Mais là on part de très loin. Enfin, tout le monde connaît aujourd'hui, si une jeune femme ou si une jeune fille dit à ses parents « je veux être chauffeur routier », même si les choses évoluent, il y a de fortes chances que les parents lui répondent « non, ma fille, tu feras pas chauffeur routier ». Enfin, je caricature un peu, mais c'est une réalité. Donc je pense qu'on part de très loin. Il faut à un moment donné considérer que les métiers peuvent être ouverts aux femmes. Aujourd'hui, il y a des moyens, parce qu'au départ, il y avait tout un tas d'arguments qui étaient utilisés pour que les femmes ne soient pas mécaniciennes, que les femmes ne soient pas, comme je l'ai dit, ne fassent pas de manutention, que ne soient pas sur des métiers parce que c'est trop pénible, parce que c'est trop dur, parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités physiques. Aujourd'hui, les métiers ont évolué, rien ne s'oppose sur les métiers que j'ai cités, et il y en a d'autres, à ce que les femmes puissent occuper ces métiers, mais il faut prendre le problème dès le départ. Quand des jeunes filles expliquaient d'ailleurs dans les cursus de formation, les cursus scolaires, que on peut ouvrir tout un tas de métiers aux filles, elles leur expliquaient que en fait il n'y a pas de métier genré, quoi. C'est une vue de l'esprit, ça date de très longtemps, et que maintenant ça n'a plus lieu d'être. Mais ça, encore une fois, le monde de l'entreprise doit le faire, mais il faut qu'on prenne le problème bien en amont. Je pense qu'on sera nombreuses à rejoindre ce que tu viens de dire. Maintenant, au sein des emplois, en matière de sexisme en entreprise, penses-tu qu'une politique de tolérance zéro puisse avoir un effet négatif des relations de travail entre les hommes et les femmes, ou penses-tu qu'il faut passer par la tolérance zéro pour que les mentalités évoluent? Alors ça, c'est l'argument qui est souvent développé justement pour qu'on ne passe pas par une politique de tolérance zéro. Alors on connaît tous l'argument, on ne peut plus rien dire, je vais m'autoriser certains propos qu'on entend chez les hommes. Dès qu'on dit quelque chose, elles pensent qu'on les drague. On leur fait un compliment sur leur robe, elles n'acceptent pas. On leur fait un compliment sur leurs jolis yeux, elles n'acceptent pas. Bon, ben voilà, on entend tout ce genre d'inepties, mais c'est pas lié en fait. Le sujet n'est pas là. Moi, je suis intimement persuadé qu'on est obligé d'en passer par une tolérance zéro, mais pour de multiples raisons. Une principale d'ailleurs, on ne peut pas accepter aujourd'hui
qu'une femme soit dans le monde du travail, aille au travail le matin, en se demandant en permanence si elle ne se sent pas agressée, enfin, la question est là. Il ne faut pas non plus confondre, c'est moi qui le dis d'ailleurs, hein, Béatrice Frick le dit très justement, pas confondre séduction et domination. Sauf que dans le monde du travail, on n'est pas dans ce domaine-là. Donc il y a un moment, c'est pas parce qu'on passera par la tolérance zéro que les relations entre les hommes et les femmes vont être d'un seul coup devenir catastrophiques et qu'on ne saura plus se parler entre les femmes et les hommes. Enfin ça c'est stupide. Et c'est ce que disent les défenseurs ou les opposants à cette politique de tolérance zéro. Mais on est obligé d'en passer par une tolérance zéro parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop souvent, je ne sais pas dire si c'est plus qu'avant ou moins qu'avant, parce que maintenant les choses se savent un peu plus et sont un peu plus dénoncées. Il y a des systèmes qui sont mis en œuvre, qui sont mis en place, donc on en parle plus. Mais il y a des comportements totalement inacceptables. Aucun homme salarié n'accepterait, je le dis souvent, c'est peut-être un peu maladroit, n'accepterait qu'on parle à sa fille, à son épouse ou à sa mère de cette façon-là dans le monde du travail. Donc pourquoi se comporter de cette manière-là? Alors il y a aussi le problème de l'éducation des garçons, hein, ça on en est intimement convaincu, j'en suis intimement convaincu. Là aussi il faut prendre le problème en amont, mais et puis on pourrait aller beaucoup plus loin dans la pratique de la politique de tolérance zéro. Je le dis de façon un peu caricaturale parfois. Qu'est-ce que t'as pas compris quand on t'a dit non, quoi? Voilà, donc non, mais voilà, là je parle de ce qui peut être ressenti comme étant, ou pas seulement ressenti, comme une agression à caractère sexuel, une agression sexiste, et là je me répète, mais je pense qu'il faut effectivement appliquer une pratique de tolérance zéro, mais ça ne nuira en rien, au contraire, je suis intimement persuadé que ça ne nuira en rien aux relations du travail, mais les femmes dans le monde du travail, elles sont des salariés, comme les autres, et doivent pouvoir aller à leur travail le matin sans avoir la boule au ventre, en se demandant à chaque fois si on va leur faire une réflexion sur leur tenue, sur la manière dont elles se sont habillées, dans la manière dont elles sont maquillées, pourquoi elles ont mis des baskets et pas des talons, ça c'est tout un tas de comportements qu'on connaît encore aujourd'hui qui sont pas acceptables, qui sont inacceptables. Je ne vais pas te contredire, Gilles, sois rassuré. Merci pour cette explication. Donc, d'une manière générale, ça sera la dernière question. On a bien vu qu'il fallait donc avoir un travail et puis aussi un travail d'information, hein, parce que pour savoir aussi où il faut faire les choses, il faut en être informé. Donc, je pense que les entreprises se doivent aussi, au sein des entreprises, tu l'as dit, il y a aussi toute cette partie au niveau familial où là, c'est dans la société et on espère que les choses évolueront et continueront d'évoluer parce qu'il faut rester positif quand même, ça a quand même évolué, c'est pas encore, on n'a pas atteint le but qu'on s'était fixé, on va dire, mais on a quand même évolué sur le sujet, même s'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Mais au sein des entreprises, la situation des femmes, tu en as parlé tout à l'heure par rapport, elles sont dans une obligation de temps peut-être qui n'est pas donnée aussi au personnel masculin parce qu'elles ont des obligations encore que la société leur fait porter au niveau familial, mais comment on peut faire évoluer tout ça? On peut le faire évoluer on l'a dit tout à l'heure, il y a faire évoluer les mentalités, c'est ce qui est le plus long, et ça nécessite de ne pas travailler que dans le monde du travail, mais j'ai dit tout à l'heure, dans le monde familial, on voit aujourd'hui par exemple que la situation sanitaire que l'on a vécue, et c'est dramatique de découvrir aujourd'hui que la période de confinement a aggravé les chiffres en matière de violence conjugale. Donc encore une fois, à chaque fois qu'il y a une crise, et là, il y a une crise sanitaire et les premières qui en subissent les conséquences sont les femmes. Il y a quand même du boulot. Donc, on vient de siècles, voire de millénaires, je vais un peu m'auto-flageller, hein, mais de millénaires de sociétés faites pour et par les hommes, à tout niveau d'ailleurs. Hein. On pourrait parler des religions, on pourrait parler de tout. Ce serait un peu long, mais donc y compris et surtout le monde de l'entreprise qui a été fait pour et par des hommes. Donc, il faut absolument, si les hommes ne comprennent pas à un moment donné qu'on n'est plus dans ce contexte-là et qu'il faut mais il faut absolument et on sera obligé d'en passer par là, il faut absolument que les femmes puissent prendre toute leur place, la place qui leur revient en fait, pour plus de la moitié de l'humanité, la place qui leur revient. Donc, si on veut changer les mentalités, ça prend beaucoup plus de temps. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a changé les mentalités et il y a aussi la volonté politique de mettre en place tous les outils, tous les garde-fous nécessaires
en attendant que les mentalités évoluent, parce que là, il faut aller dans l'urgence. Donc d'abord, les mentalités, ça prend du temps, mais en revanche, il faut mettre en place dans l'entreprise des cellules qui vont bien. Par exemple, tout simplement, un exemple qui me vient à l'esprit, quand on parle d'égalité femmes-hommes et du traitement des conditions de travail, notamment des femmes, qui sont des salariés comme les autres, sortir les CHSCT et les noyer dans les CSE, c'est pas l'idée du siècle. C'est pas la meilleure idée, parce que les CHSCT avaient tout à fait leur rôle en la matière. Donc voilà, on a l'impression qu'on met en place, les pouvoirs politiques mettent en place tout ce qu'il faut pour que la situation s'améliore pas. Mais encore une fois, il faut mettre en place dans les entreprises des cellules consacrées à cela, des agents, notamment c'est vrai dans les grands groupes, comme c'est vrai dans la fonction publique, des agents et des cellules qui sont là pour écouter la parole des femmes qui se sentent victimes ou qui sont victimes de harcèlement, de comportements sexistes, de comportements de harcèlement, d'agissement, d'agression sexuelle et sexiste. Bon, voilà, tout ça mis bout à bout feront que les choses évolueront. Mais encore une fois, ça prend du temps. Voilà, il faut vraiment que le monde du travail soit beaucoup plus volontariste en la matière. Encore une voilà, il reste beaucoup de travail. Oui, il reste beaucoup de travail, et puis pour dernièrement l'avoir vu, et bon, c'est un moyen comme un autre, mais qui est un peu dommage de devoir prendre dans le portefeuille pour que les entreprises s'emparent du sujet aussi. Oui. Sur bon nombre de choses, l'État est souvent obligé de menacer financièrement les entreprises pour qu'elles accèdent à des indices qui soient à peu près corrects. C'est ce qui existe également dans la fonction publique, hein, parce que les ministères payent également. Alors les ministères, c'est l'État, et l'État se paye des amendes. Enfin bon, mais c'est une réalité. Mais oui, alors on peut toujours considérer ça comme étant surprenant, bizarre, c'est comme les quotas, sauf que si on n'en passe pas par là, ça n'avance pas. On est obligé de faire le constat que ça n'avance pas. Un exemple, si tu me l'autorises. On a constaté que, globalement, je vais parler de mon secteur, hein, dans les grandes écoles d'officiers de l'armée française, maintenant, ce sont des écoles d'ingénieurs à part entière. À l'entrée des écoles, on a globalement le même nombre de jeunes filles que dans les écoles d'ingénieurs du secteur privé. Quelques années après, elles ont disparu. Enfin, quand je dis elles ont disparu, alors que ce sont des militaires, elles arrivent à un certain grade, et quelques années après, je dis tiens, c'est étonnant, il n'y a plus que leurs camarades hommes qui ont progressé, et quand on regarde les écarts de grade, quand elles n'ont pas complètement quitté l'armée, il y a 2 grades, quand le militaire est lieutenant-colonel ou colonel, la militaire, elle est capitaine. Pourquoi? Parce que on lui a pas proposé les postes les plus intéressants, parce qu'entre-temps, les choses ont encore ainsi, ça va pas changer tout de suite. Elles ont des enfants, et donc la grossesse leur met un coup d'arrêt à leur carrière militaire. Et c'est vrai également, je vais parler avec les militaires, mais c'est vrai également dans certains métiers d'ingénieur, on retrouve exactement les mêmes écarts. Ouais. Ce qui explique également que dans les entreprises, si on n'oblige pas les entreprises à en passer par ce système-là pour faire en sorte que les femmes accèdent à des postes à haute responsabilité, ça n'avance pas. Alors on peut toujours dire que il est quand même incroyable aujourd'hui de considérer que des femmes mettent leur vie de femme de côté, entre parenthèses, pour ne pas faire subir à leur carrière. Enfin, c'est quand même hallucinant. Bon, il y a des femmes aujourd'hui qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, de mettre leur vie privée entre parenthèses, leur vie personnelle, pour ne pas nuire à leur carrière. Je crois qu'à un moment donné, on est au XXIe siècle, il faut arrêter, et puis il faut se dire les choses, il faut vraiment regarder les choses en face et mettre en place les moyens pour que les femmes accèdent aux postes à haute responsabilité. Alors, je connaissais une secrétaire confédérale il y a quelques années, parce que quand j'étais jeune, c'est plus le cas aujourd'hui, j'étais assistant confédéral. J'étais assistant d'une secrétaire confédérale qui s'appelait Michel Monric, et j'avais déjà le secteur égalité, j'étais jeune, j'avais le secteur égalité dans mon escarcelle en tant qu'assistant d'une secrétaire confédérale. Et elle citait, je crois que j'espère pas me tromper, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui avait dit, en fait, on aura gagné, pareil des femmes, quand on aura le droit d'être aussi incompétente que les hommes sur les mêmes postes. Parce qu'en fait, je vais la citer 2 fois, comme dirait très justement Béatrice Flick, quand on propose un poste à un homme, il dit, je commence quand on propose le même poste à une femme, la première question qu'elle pose, c'est: vous êtes sûr que je suis compétente? Vous êtes sûr que je vais y arriver? Vous êtes sûr que je peux vraiment occuper le job? C'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et moi, dans mes fonctions de secrétaire général de fédération, quand je propose, même si elles sont élues, pas sur tous les postes, mais si je propose un poste de délégué régional, je l'ai constaté.
Ils sont un tas d'hommes à frapper à la porte, et puis quand on identifie des véritables qualifications et les compétences pour le faire, une jeune militante, la première question qu'elle nous pose, c'est « mais je ne vais pas y arriver, vous êtes sûr que je vais y arriver ?» Voilà, donc c'est à nous, après, de leur faire confiance, puisque pour l'instant, c'est encore un homme qui est aux manettes de la fédération, et de faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse allier, parce que on parle du monde du travail, mais c'est également vrai dans le milieu syndical, qu'on puisse leur permettre d'allier toutes les difficultés liées au fait d'être une femme, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous faites encore les enfants, et puis même si les choses évoluent, je ne suis pas sûr d'être le meilleur exemple, il y a encore beaucoup de choses que les femmes font voilà, ce qu'on appelle la charge mentale aussi. Et c'est pas facile de lier ça avec une carrière, ou avec pardon, j'enlève le mot carrière, mais avec un parcours syndical. Et c'est à nous de mettre en place les moyens pour que les femmes puissent lier les deux, leur parcours syndical, leur engagement syndical et leur vie de femme. Merci Gilles d'avoir participé à notre émission et de nous avoir apporté ton témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Info en live, et faisons tous ensemble que cette journée spéciale devienne enfin normale. À très vite pour une nouvelle Info en live.